Amis cyclistes, amis amateurs de vélo, je vous dis bonjour et vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Vélo. Chaque podcast nous donne l'occasion d'aller à la rencontre de ceux qui font vivre le vélo à leur manière et qui, eux aussi, ont des choses à nous raconter sur le cyclisme, leur métier et l'actualité. Elle se décrit comme un collectif qui rend hommage à la France qui perd, célébrant avec passion les plus grandes défaites de tous ces sportifs héritiers en quelque sorte de Trafalgar ou bien encore de Waterloo, et qui subissent à un moment ou à un autre les affres de la défaite. Aujourd'hui, je reçois Antoine, membre de la Fédération française de la Loose. Si ce podcast vous a plu, à la fin de votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner et le partager autour de vous. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Antoine. Salut Bertrand. Alors, tout simplement pour commencer cette première partie qui est consacrée à l'invité, est-ce que tu peux nous dire, toi, qui es-tu et qui se cache derrière le compte de la Fédération française de la Loose? Alors pour moi, j'ai plus parlé du groupe. Effectivement, nous on est une bande de potes tout simplement qui avons pas grand-chose à voir avec le monde sportif ni même le monde journalistique. Mais effectivement, on se marrait beaucoup entre potes. Des grandes défaites françaises, on voyait toujours un peu, on parlait plus des défaites que des victoires. Et puis un beau jour, on s'est dit tiens, on a eu l'idée de la FFL avant même qu'elle existe, on va dire sur les réseaux sociaux. Puis à un moment, on l'a créée. Puis ça a commencé à faire marrer au-delà de nos potes et on a eu notre petit succès d'estime. Du coup, on a créé le concept effectivement. Parce qu'au final, on a découvert que notre délire, ou du moins la vision qu'on avait de l'amour de la défaite, il était plutôt partagé, et du coup, ça a créé ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Et d'un point de vue ligne éditoriale, est-ce que finalement votre compte, il est pas vieux, hein, c'est 2015, si je dis pas de bêtises. On a créé en 2015, après on a vraiment lancé en 2016, on va dire. Et la ligne éditoriale, c'était la même qu'aujourd'hui dans votre esprit, ou est-ce qu'elle a évolué? Alors au début, ligne éditoriale, c'était un grand mot. Le début, c'était juste de faire des blagues sur Internet. Ce qu'on fait toujours un peu plus, mais maintenant, on est beaucoup plus, on va dire, cadré. Effectivement, la ligne éditoriale, nous, c'était au début, juste de raconter, on va dire, les grandes défaites du sport, parce qu'on les a, comme on dit souvent, on les a peut-être plus vécues que les victoires, parce qu'effectivement, à part France 98, nos parents ou même les journalistes, nous racontait toujours effectivement Séville 82 ou Fignon, les fameuses secondes des Champs-Élysées, ou Poulidor qui était plus mis en avant, je parlais cyclisme, hein, qui était plus mis en avant que Anctil, donc des choses comme ça où effectivement la défaite avait une certaine classe, on va dire. Et nous, ça nous faisait beaucoup marrer, effectivement, on s'est basé sur ça. Aujourd'hui, la ligne édito, elle est assez simple, hein, c'est de rigoler. C'est de rigoler du sport, enfin aussi d'apporter un peu d'autodérision dans un milieu parfois qui se prend un peu peut-être trop au sérieux. Effectivement, voilà, de rigoler des défaites et aussi, je veux dire, pour un vainqueur du Tour de France, on va dire, il y a beaucoup de gens derrière qui ne le gagnent pas et qui sont pourtant très méritants. Et nous, on veut parler d'eux. Est-ce que vous avez une définition particulière justement de ce qu'est une loose que vous pouvez mettre en avant? Alors ouais, déjà c'est une bonne chose parce que nous on parle vraiment de lose et on n'essaye pas de parler de loser parce que même si effectivement parfois ça retombe toujours sur les mêmes personnes, quand on est sportif de haut niveau, normalement on n'est pas un énorme loser. Je veux dire, on a quand même déjà arrivé à un niveau que nous on n'a pas atteint. Après ouais, les loses, je me souviens qu'à un moment on avait essayé de les catégoriser. On a les grosses défaites, c'est-à-dire celles où on prend une énorme raclée. On a effectivement les défaites rageantes. Je prends Fignon, mais c'est pour moi c'est une des pires, enfin une des meilleures, on va dire plutôt qu'on va inverser, une des meilleures looses, c'est-à-dire qu'effectivement perdre sur les champs en tant que Français pour quelques secondes avec des ennuis de santé qu'on va pas détailler ici, et devant la France, voire même en audiovision, c'est un truc, c'est hyper rageant, hyper frustrant, tu vois. Et c'est un truc que t'as l'impression, enfin nous c'est notre avis, mais que ça arrive qu'aux Français. Ça on va dire que c'est nos préférés, c'est nos préférés. C'est celle en fait qui crée plus d'émotions, parce qu'au final la lose, c'est comme la victoire, c'est une émotion mais inversée, voire même plus forte, parce que t'en ressors avec de la frustration. Alors là c'est une petite question parce que forcément je me dis, maintenant quand vous regardez le sport dans votre collectif, il y a la joie de la gagne mais il y a aussi la joie de la lose, et vous avez j'imagine cette schizophrénie quelque part quand vous regardez un événement, de vous réjouir d'une petite loose qui va provoquer ce que tu appelais justement tout à l'heure une émotion. Comment vous gérez ça?
on est complètement schizophrène. Enfin, très très franchement, on est complètement schizophrène. Je te prends l'exemple de Pinot l'année dernière. On était complètement dégoûté du truc. Enfin, en plus, je sais pas si tu te souviens, il y a eu un peu le quart d'heure où il commence à prendre du retard et on comprend pas ce qui se passe du tout, tu vois. Et on est là et on tweet complètement à l'inverse de ce qu'on pense. Donc on est complètement schizophrène parce que pour le coup là, on est en mode vraiment dégoûté parce qu'à la limite, si on veut une lose, on va dire, on préférerait qu'il perde à 2-3 secondes, des choses comme ça, plutôt qu'une blessure. Donc souvent on est très schizophrène, ouais. C'est le cas de le dire parce que finalement on serait un peu maso de vouloir regarder du sport pour voir les gens perdre, mais nous on préfère en rigoler. Effectivement, c'est ça la lignée du tout et c'est pas toujours facile hein, de rigoler des choses finalement qui nous atteignent, mais ça nous permet, et je pense que ça permet à beaucoup de personnes qui nous suivent, alors peut-être surtout pour les supporters de clubs ou d'ailleurs les supporters de sportifs, en fait de réussir à passer à autre chose parce que nous on est des fans de nos clubs respectifs ou de nos sportifs respectifs et ça nous a permis effectivement parfois de dédramatiser, de passer à autre chose, de rigoler sur ça. Toi, personnellement, justement, le regard du sport que tu as d'avant la Fédé de la loose et aujourd'hui, est-ce qu'il a évolué? C'est-à-dire qu'effectivement au début on avait comme beaucoup de gens un peu le discours un peu de comptoir de zinc, tu sais, où tu penses pas trop à ce que tu dis et enfin tu vas peut-être beaucoup plus loin que la réalité de ce que tu penses. Quand tu regardes une télé, genre il est nul, c'est n'importe quoi, il peut pas être pro. On a peut-être beaucoup maintenant qu'on a un peu aussi l'envers du décor parce que ça nous a permis un peu et je l'ai même écouté dans ton podcast avec Denis Trochet, toute la prépa mentale, tout ce que doit endurer un sportif, c'est quelque chose que on voit pas les suiveurs qu'on était peut-être auparavant, un peu tout l'envers du décor. Et puis en plus aujourd'hui, il y a de plus en plus de reportages qui nous montrent cet envers du décor qu'on voyait peut-être pas avant. Effectivement, je pense qu'on a beaucoup plus d'empathie, c'est un grand mot, mais on a beaucoup plus de compréhension sur ce que ça engage d'être sportif de haut niveau. Et nous effectivement, on rigole dessus, mais et je pense qu'on arrive à le transmettre, on est très compréhensif après de ce que ça implique pour les différents sportifs, ouais. Quel est, entre guillemets, le moment où ça a basculé? Parce qu'aujourd'hui, vous avez plus de 100 000 followers. 2015, c'était juste une bande de potes qui avaient créé un petit compte. Quelle a été la loose qui finalement vous a fait décoller? Alors, je crois que le moment, alors tous les Roland-Garros, ça c'est une chose. Tous les Roland-Garros, effectivement, on a une certaine, si on prend juste les chiffres, je crois que c'est là où il y a le plus on va dire, de gens qui s'abonnent ou qui commencent à nous connaître. Ça, malheureusement, enfin, c'est un peu comme le Tour de France. À chaque fois, on parle, ça fait tant d'années qu'il n'y a pas un Français qui a gagné Roland-Garros, ou tant d'années qu'il n'y a pas un Français qui a gagné le Tour de France. Donc à chaque fois, on fait monter un peu la sauce avant, et effectivement, on est souvent servi pendant. Ouais, je dirais les Tours de France et la remontada de Paris-Barcelone qui avait aussi été forte. Après, les Tours de France, on était, je veux dire, la plus grosse loose finalement des dernières années, si on peut parler de loose, ça reste quand même Pinot qui a fait espérer. Tout le monde y croyait avec moins à la Philippe que Pinot d'ailleurs, mais au niveau cyclisme, il n'y a pas eu un grand événement de tête. Donc finalement, c'est la loose, ça concerne plus le tennis. Bah c'est là. Enfin après le tennis, mais tout comme le cyclisme d'ailleurs, mais au final. Le tennis, il y a tellement des tournois tout le temps, il y a tellement des matchs tout le temps, beaucoup plus quasiment que n'importe quel sport, qu'au final, tu peux beaucoup plus facilement, on va dire, trouver des choses que dans d'autres sports qui vont pas une fois tous les ans, une fois tous les 4 ans, même parfois. C'est la récurrence du tennis, finalement, qui en a fait aussi notre fer de lance. Tu parlais des sportifs, maintenant je te propose d'en reparler un peu, parce que forcément, c'est le nerf de la guerre. Comment, aujourd'hui, vivent les sportifs récurrents, on va dire? Je pense chez Benoît Paire, on a Pinot pour le cyclisme, on y reviendra tout à l'heure dans la seconde partie. Déjà, comment ils le vivent au quotidien? Quelles sont leurs réactions? Moi, ce qui m'intéresse, est-ce que vous avez des échanges par messagerie interposée avec certains sportifs? Alors, on en a, ouais. Après, pas beaucoup plus que ça. On va surtout, enfin, on aime bien découvrir finalement qu'il y a des sportifs, des fois on dit tiens, ils nous suivent, c'est cool, c'est marrant. Enfin, c'est-à-dire qu'on les fait rire parce qu'au final, notre but in fine, c'est de rigoler avec, tu vois, genre, on est toujours dans l'autodérision, et d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard avec des sportifs, effectivement, le fait d'ailleurs qu'ils rigolent avec nous, je pense que c'est positif pour tout le monde, ça montre aussi que c'est des personnes qui savent rire d'eux-mêmes,
Je pense que pour n'importe quelle image d'ailleurs, une personne pour moi une personne qui rit de soi est déjà une personne qui a énormément d'humour. Et elle est tout de suite, je trouve, plus sympa à mes yeux en tant que pur fan, tu vois. Après, effectivement, on a des échanges, pas avec tous, parce qu'on va pas non plus forcer, on va dire, la main à des gens à rigoler. Il y en a probablement qui nous trouvent pas drôles et on peut tout à fait le comprendre. Hein. Après, oui, on a des échanges en privé parfois, on a des échanges en public aussi parfois. Je pense que maintenant, on a quand même une certaine, enfin, c'est-à-dire on a un peu passé le cap au moment à partir où on a compris qu'effectivement les sportifs nous connaissaient. Ce qui nous a d'ailleurs fait plaisir, hein, parce qu'on reste des fans à la base et se dire que tiens, tel sportif qu'on admire finalement nous connaît, même si c'est à travers d'une page satirique et plus ou moins anonyme, ça nous fait plutôt plaisir d'ailleurs de la faire rire, quoi. Au niveau donc des sportifs, est-ce que quelque part il n'y a pas dans votre ligne éditoriale un risque derrière d'une sorte d'acharnement que pourraient vivre les sportifs? Bah, c'est vraiment, alors pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'éviter. Parce qu'on pourrait, alors je prends vraiment le tennis, alors je me souviens qu'effectivement il y avait une fois où bah, c'était Kristina Mladenovic qui a eu 10, 12, je sais même plus à combien de matchs elle s'est arrêtée, enfin de défaites consécutives. Et clairement, par exemple, de notre côté, nous on en avait un peu marre que ça arrive parce que effectivement on tombait un peu sur l'acharnement. De se dire tiens, enfin, c'est tout comme les séries d'ailleurs. C'est beaucoup plus facile par exemple de vanner, on va dire, un club de foot parce que tu t'en prends plus à une institution, à un groupe, que effectivement le tennis, même plus que le vélo, parce que le vélo à la limite tu vas quand même avoir une équipe, tu as des gens avec toi. Le tennis ça reste je prends le tennis ou ça peut être n'importe quel sport individuel, ça reste des personnes finalement, même si elles ont un staff, elles sont toujours seules sur le terrain, elles sont seules. Enfin tu vois, genre c'est beaucoup plus facile de s'en prendre à des clubs ou au moins à des équipes comme au cyclisme qu'effectivement le tennis. Donc on essaye toujours de dire bon, à un moment si la loose elle s'arrête, on laisse la personne tranquille, quoi, enfin entre guillemets tranquille. On va pas vanner une personne bah, parce qu'elle a perdu, je sais pas, au second tour d'un tournoi en Thaïlande. Enfin, on va pas, sinon ça devient vraiment de l'acharnement, effectivement, comme tu dis. Après, c'est aussi la manière dont le prennent les gens. On voit très bien assez facilement les sportifs qui le prennent bien et les sportifs qui le prennent pas bien. Et je veux dire, nous, ça nous fait pas marrer quand un sportif va nous bloquer, tu vois, par exemple. Et justement, par rapport à ces sportifs, est-ce que vous avez eu des sportifs qui vous ont par exemple demandé d'arrêter? On n'a jamais eu personne qui nous a demandé d'arrêter. De toute façon, s'il le demandait, on le ferait parce que ça fait, enfin nous, ça nous fait pas marrer en fait qu'une personne se sente mal par rapport à un truc comme ça. On n'a jamais eu personne qui nous a dit effectivement que ça l'a touché. On essaye vraiment de tout faire en sorte et on essaye aussi de montrer le ton. Donc jusqu'ici, on a eu quasiment que des bons retours. Effectivement, il y a eu des sportifs, surtout dans le tennis, qui nous ont bloqués. Peut-être aussi au début, parce qu'au début, comme on n'était pas connus, bah on n'avait pas toute cette image qu'on a essayé de construire, qui est quand même pas une image. Nous, on essaie vraiment de pas être méchant. Si on tombe dans la méchanceté, d'ailleurs, souvent c'est pas drôle et c'est pas le but d'ailleurs. Nous, notre but, c'est effectivement, je le répète, c'est que les sportifs se marrent avec nous. Donc on n'a pas eu effectivement de retour de personnes qui nous ont demandé d'arrêter. On voit très bien quand ça fait pas rigoler. C'est-à-dire, si les gens nous bloquent, effectivement, il y a des fois où on voit qu'on nous bloque, bah, on fait pas rigoler. Tant pis, c'est pas grave, on peut pas faire rire tout le monde et c'est normal aussi. Mais on a eu beaucoup plus en fait finalement de sportifs, même ceux qu'on vannait, qui nous ont dit qu'on les faisait marrer, que l'inverse. Est-ce que vous avez des limites véritablement presque éthiques que vous fixez? Oui, bah de base l'insulte. Enfin, on n'aura jamais, on tombe pas dans l'insulte, tout simplement. La blessure, on essaye vraiment, enfin, sauf quand elles sont. Alors parfois il y a des exemples de blessures complètement rocambolesques, on peut pas s'empêcher de se marrer. Mais je veux dire, un sportif qui se blesse, c'est quand même. Enfin, tu vois, maintenant on a aussi l'image de la personne qui a tout fait une prépa pour se blesser, donc on vanne pas les blessures. Et après, ouais, non, bah c'est l'insulte et aussi là, comme tu dis, l'acharnement. Même si tu fais 12 fois la même blague, bon, à la fin c'est même plus drôle pour nous, donc ça va être encore moins drôle pour eux. Quelle est, pour toi, hein, véritablement, enfin, pour la Fédération Française de la Loose, la plus belle loose que vous ayez vendue? Bah la remontada, parce que c'était le scénario incroyable. Après il y a une idée petite, hein, on en a plusieurs. Bon, tous les Roland-Garros ils sont assez incroyables. Le tour, malgré tout, le Tour de France, même si encore une fois on est sur la blessure de Pinot, c'est pas tant la blessure qui est le truc, mais c'est tout l'espoir collectif, tu sais, qui se crée. Et même nous d'ailleurs en tant que supporters, on y croit, tu vois. Toute cette sauce qui commence à monter et qui tombe comme un soufflé au début de l'étape là. Genre, c'est pas tant la blessure, mais genre
comment dire, le sentiment collectif complètement de désillusion qui était assez incroyable, quoi. Enfin, je présume que tu l'as vécu plus ou moins comme nous. Oh là Plus oui. ou moins comme nous. Tu sais, c'est 15 minutes de qu'est-ce qui se passe. Je crois que c'était même passé, je sais plus de tête, c'était on nous disait qu'il y avait une guêpe ou une histoire de guêpe. Enfin, c'était un peu, j'ai trouvé les 15 minutes totalement lunaires, plus que la blessure en elle-même, parce que la blessure, comme tu dis, ça me fait pas marrer, mais c'est plus tout ce côté où genre, quand on voit commencer à perdre des secondes, tout le monde se rend compte qu'en fait, il est en train de perdre le Tour de France et il y a tout qui est en train d'exploser, quoi. Mais après, on n'était pas fiers devant le reportage derrière. Enfin, tu sais, on a des cœurs quand même. On a parlé de la plus belle loose. Quel est le plus beau loser et le loser le plus sympa? Alors, comme je te dis, loser, on n'aime pas trop le mot parce que comment dire, il y a pas de loser dans les gens qu'on vanne parce que ça reste des sportifs de haut niveau. Après ceux qu'on a effectivement, on va en reparler, hein, mais Thibaut Pinot qui a tout de suite bien pris le truc et on a eu Kevin Mayer qui avait aussi ça, c'est-à-dire cette capacité en fait à tout de suite distancer, on va dire, de savoir rigoler de ce qui vient de se passer. Je pense que c'est hyper important d'ailleurs pour un sportif comme pour n'importe quelle personne lambda quand t'as des défaites, quand t'as des échecs dans ta vie, tu vois, de savoir se dire, de savoir prendre du recul, rigoler dessus et passer, enfin, c'est peut-être pas tout de suite à autre chose, mais se dire, vas-y, je me remets un objectif derrière et j'en ai fait mon deuil assez rapidement plutôt que des gens qui vont te raconter qu'il y a 4 ans, ils ont échoué là et ils s'en sont parmi. Enfin, c'est aussi une très grosse force mentale, en fait, de savoir rire. Alors j'ai envie de te dire avec nous, mais quand tu ris avec nous, c'est-à-dire que tu ris de toi-même, tu ris de ta propre défaite, tu ris de ta propre poisse, tu ris de ta propre situation pour savoir passer à autre chose. Et ça, je trouve ça très fort. Je pense qu'il faut être très fort mentalement pour le faire. Pour faire la distanciation déjà entre le sportif et la personne, qui doit pas être facile. Et donc effectivement des mecs comme Kevin Mayer, des mecs comme Thibaut Pinot ou d'autres personnes qui ont réussi à rigoler d'eux-mêmes juste après des échecs qui sont assez forts dans leur carrière. Pour moi, c'est déjà être beau joueur, mais aussi je pense avoir un mental qui est très fort. Ok, donc là on a terminé pour la première partie, maintenant on va parler un peu plus de vélo. Et ouais. Du coup, tout simplement pour poser le contexte, quel a été justement ton premier événement de vélo qui te vient en tête? Wow. Alors moi je suis pas un très grand expert de vélo pour être tout à fait honnête, même si je viens d'une région, les Flandres, où c'est un peu une religion. Donc peut-être qu'elles m'en voudront. Mais effectivement, mon tout premier souvenir de vélo, moi c'était le Tour de France, mais pour le coup pas du tout là, c'était à Asquin, où j'ai vu le Tour de France et surtout la caravane, parce qu'au final c'est quand même plus intéressant. Sur le bord de route, j'ai eu ça. Après j'avais été voir des Paris-Roubaix quand ils passaient pas très loin de chez moi. Et après moi de toute façon c'est tous les étés où quand t'étais en vacances scolaires tu regardais le Tour de France. Mais en bon français, ma culture vélo pendant très longtemps s'est limitée au Tour de France, quoi. Et du coup, quel Tour de France en particulier? Alors, celui qui m'avait marqué, et je vais être très mauvais dans les souvenirs, c'est celui où t'as Armstrong qui descend de la colline, pas sur la chute de Bellocchi, donc le Tour du Centenaire, la chute de Bellocchi, ouais, je me souviens de ce moment-là qui était complètement lunaire et incroyable. C'est un des seuls souvenirs que j'ai vraiment d'un moment du Tour de France. J'ai revécu un petit peu il y a pas très longtemps et je suis en train d'oublier son nom, mais la chute du cours de la Française des Jeux à la toute Mangin, voilà. J'avais réécrit un article dessus parce qu'elle était, ça, tu vois, c'est par exemple là, c'est une vraie loose, tu vois, genre avec Pac Madio qui crie dans le micro et c'est terrible. Tu sens le passionné et tu vis la douleur en même temps. Tu sais, la douleur de la personne et la douleur du mec qui se dit genre je vais devoir réconforter mon coureur parce que clairement tu auras du mal à t'en relever et dans ta carrière tu sais que ça va tu sens qu'il y a tout derrière quand il est déçu, quoi. Pas que déçu pour lui mais déçu pour le coureur. Mais après ouais, les Tours de France on les a vécus moi, c'est marrant parce que ça c'est vraiment des souvenirs que j'ai où on disait toujours Christophe Moreau c'est peut-être son année et au final ça a jamais été son année. Mais c'est aussi, tu sais, le côté très français. D'ailleurs, ça marche très bien dans le tennis aussi, de peut-être mettre ou porter trop d'espoir sur le meilleur coureur français. Et au final, être déçu alors qu'au finalement, il a fait un bon Tour de France. Il a fini là où il devait finir, quoi. Ce qui est quand même du top 20 mondial au Tour de France, ce qui est quand même très fort, tu vois. Mais tu t'en ressors déçu parce que t'y croyais.
Si je te dis le vendredi 26 juillet 2019 à 14h, à quoi tu penses? Je présume que c'est le moment où Pinot se blesse. Enfin, ou du moins, il doit pas repartir. Alors par rapport à ce petit accident, donc déjà toi comment vous avez vécu finalement le Tour de France de Pinot? On en a un petit peu parlé, mais je pense on n'a pas parlé de la bordure par exemple, quelque part. Grand espoir pour la Fédération française de la Louse, grande déception pour la majorité des Français. Puis après il y a eu le Tourmalet, il y a eu Pyrénées qui ont été glorieux on va dire, et il y a cette fameuse journée et ce fameux vendredi. Est-ce qu'il y a un moment, vous hésitez de tweeter? Comment vous faites pour un instant qui est assez douloureux? Comment vous le gérez? Comme je disais tout à l'heure, on comprend pas ce qui se passe. Moi, mon souvenir, c'est que personne comprend ce qui se passe. En fait, pour le coup, je regardais même pas l'étape parce que c'était le tout début de l'étape et je me suis dit, je vais la regarder, peut-être, je vais commencer à regarder ça un peu plus tard parce que j'avais des trucs de prévu. Et je commence à recevoir énormément de notifications en mode, on commence, tu vois, à mentionner la Fédé, et donc je regarde et je vois le truc, genre personne comprend ce qui se passe. Enfin, au début ça passe vraiment pour une fringale. Je sais pas si c'est mes souvenirs après qui me font dire ça. Donc nous on est là en mode on comprend pas, tu vois. Et après le moment où il arrête, la seule chose que je vois moi c'est le mec avec la bière, ce qui me fait marrer parce que je suis triste pour lui, mais c'est un truc qui me fait marrer, tu vois. Genre d'avoir un mec torse nu avec sa bière et sa bedaine venir voir ce qui se passe. Je trouve que tu peux pas faire plus français au final. Mais sur le coup, on est obligé de réagir dessus, mais on sait pas ce qui se passe et on se dit, moi personnellement, tu vois, genre, en plus le Tour de France, clairement, tout ce qui s'est passé. Alors j'ai plus trop la chronologie, mais entre ça, l'arrêt de l'étape en haut, pour la descente avec les chutes de neige, ouais, c'est ce truc-là incroyable. Je veux dire la bordure, comme tu disais, puis la planche des Belles Dames, les Pyrénées, comme tu dis. Honnêtement, genre, de Tour de France que j'ai fait, c'était un des... Alors, aussi parce qu'il y a des Français, hein. Ça fait quand même rentrer le truc dans le jeu, hein. Enfin, le Tour de Alaphilippe est quand même assez énorme aussi. Il nous fait assez mal, on va dire. Tu vois, c'est un tour tellement fort qu'au final, même Bardet qui fait le maillot à poids, enfin, tout le monde s'en fout, non, je pense pas que tout le monde s'en fout, mais ça a été un événement mineur, quoi. Alors que si on l'avait vu au début du tour, ça aurait été une grosse performance. Donc ouais, sur le moment de l'abandon de Pinot, on est quand même, c'est un événement de plus dans un tour qui est quand même assez rocambolesque. Et on est en off complètement dégoûté parce que même s'il devait y avoir une loose, on n'aime pas les blessures. Enfin, c'est vraiment quelque chose où on se dit, et surtout ça tue un peu le tour parce que clairement après derrière c'était assez joué, quoi. Et pourtant finalement paradoxalement il y avait une loose peut-être plus attendue, tu me diras, mais qui était symbolique. C'est on avait le maillot jaune français qui lui-même allait perdre son maillot la même journée. Ouais, mais au final, après je vais pas faire mon expert en bois, c'est un truc auquel on s'y attendait un petit peu, tu vois, genre moi je m'y attendais un petit peu en fait. Et d'ailleurs, au final, c'est ça qui est drôle, c'est que t'as pas mal de gens qui vont te dire que c'est une énorme loose ou que genre il a craqué, alors qu'au final le fait qu'il en soit encore là à ce moment-là, c'était déjà incroyable. Mais ouais, c'est vrai qu'au final le fait qu'il perde son maillot jaune, on l'a presque oublié, tu vois. Mais d'ailleurs, tu me fais penser qu'en fait, non, il y a une énorme loose au Tour de France. Je disais tout à l'heure, j'ai pas de souvenir de Tour de France et loose, mais quand Bardet et Pinot s'étaient regardés et avaient laissé passer Cumming. Alors après, c'est des histoires d'équipe et c'est ce que tu veux, mais ça avait été ici. Voilà. Ça, si tu veux un autre souvenir tout à l'heure de loose française au Tour de France, celle-là était vraiment pas mal. Je reviens un petit peu sur Pinot. Donc, ouais. Vous avez titré un article et il l'a très bien pris d'ailleurs de mémoire. C'est le Vendredi Saint. Moi, j'ai envie de savoir comment t'as trouvé ce titre-là. C'est pas moi qui l'ai trouvé, pour être honnête. Pour être tout à fait honnête, c'était pas moi qui l'avais trouvé, celui-là. C'est pas moi qui l'avais rédigé, mais il était très bien. Genre, c'était... parfois, on a les bons mots au bon moment. C'est un peu le panache chez nous. C'est qu'effectivement, parfois, on a vraiment on arrive à trouver le bon mot et là, en l'occurrence, notre rédacteur l'avait trouvé. Vous avez pas eu peur qu'il le prenne mal, Thibaut Pinot? On a toujours un peu peur. C'est là où, en l'occurrence, moi, mon rôle à la FFL, c'est de, on va dire, de dire effectivement si ça passe ou si ça passe pas dans le ton de la ligne édito, parce que parfois t'écris des trucs qui peuvent te penser, ou tu peux penser que c'est plutôt gentil et c'est un peu irritant, tu vois. Donc on essaie toujours d'être modéré, on va dire, dans le ton, d'être rigolo mais de pas être agressif.
Non, là, le vendredi saint, ça faisait très parce qu'en fait, il y a eu tout le Tour de France où ça commençait à créer une émulsion, à créer de l'espoir et à créer une véritable possibilité de victoire française. Et effectivement, c'est le vendredi avec ça et la perte du maillot jaune, du coup, où on était revenu en grâce, quoi. Après, ouais, non, ça nous fait plaisir en plus que derrière lui apprécie, enfin, je sais pas s'il apprécie, mais du moins le prenne pas mal. Et finalement, Pinot, qui est un coureur qui est le coureur peut-être le plus à même de remporter un général de grand tour, et qui pour autant fait des superbes victoires, mais a également justement malheureusement des chutes, on va dire, de performances assez dramatiques, dans le sens de la dramaturgie de la course, hein, c'est dans ce sens-là. Ouais. Est-ce que c'est pas le meilleur ambassadeur du vélo pour la Fédération française de la Loose? Alors niveau vélo, il y a un ambassadeur qu'on ne touchera jamais, c'est Poulidor, parce que c'est devenu une expression quasiment. Mais aujourd'hui, oui, il y a ce côté. En fait, ce qu'il y a chez Pinot, c'est qu'il y a un peu effectivement tous les éléments de ce qu'aime d'ailleurs, même au-delà de la Fédé de la Loose, de ce qu'aime le français, on va dire. C'est pas un coureur, on va dire, un suceur de roue, c'est pas un Messé, il a du panache, il tente des choses parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de coureurs français ou pas d'ailleurs, qui étaient là au général bien placés, mais qui ont jamais vraiment tenté, quoi. Donc il a ce côté quand même, il essaye, tu vois, même si parfois il prend les contre-coups ou ça marche pas, il a ce côté, il tente, tu vois. Quand tu vas regarder une étape de Pinot, tu vas te dire, tiens, enfin, dans les grands tours du moins, tu vas te dire, tiens, il va tenter quelque chose, tu vois, il va pas se dire, je vais jouer la deuxième, la troisième et la quatrième place du général. Donc ça, c'est une chose, c'est fameux, et ce que disait d'ailleurs le sketch des inconnus, c'est le panache à la française. Il est vraiment dans cette chose-là, c'est-à-dire que quand tu vas regarder son étape, effectivement, il va tenter des trucs, il va en rater comme beaucoup de choses, hein, parce que on peut pas tout réussir, on peut pas toutes les tentatives, mais au moins tu vas pas t'ennuyer, c'est pas quelqu'un qui va rendre l'étape ou juste à se dire tiens, je vais peut-être attaquer dans les 100 derniers mètres. Donc ça fait quelque chose, effectivement, son parcours et ses différentes poisses font qu'aujourd'hui, il est rentré dans le giron de la fédération de ce côté-là. Quelque part, on souhaite qu'il en sorte, mais effectivement, il est en train de créer aussi sa petite légende dans ce domaine-là, quoi. D'un point de vue cycliste, quelle est la plus belle loose marquante, on va dire? Alors, de l'histoire cycliste, même si tu me dis que t'es pas un expert, j'imagine quand même que tu as quelques références, et depuis le début de l'histoire du conte. Du cycliste, il y en a deux, il y en a une, c'est Fignon, ça, de toute façon, celle-là, elle sera jamais, c'est très compliqué de faire plus, c'est même de toute honnêteté la loose que je préfère, la loose. C'est la loose la plus FFL, on va dire, qui existe, c'est-à-dire vraiment perdre sur les champs, le Tour de France, alors que t'es en jaune pour une poignée de secondes, tu peux pas faire beaucoup plus dramaturge, tu vois. C'est très compliqué de faire mieux, on va dire. Après, du coup, depuis qu'on est de la FFL, j'ai quand même retracé un peu la carrière de Poulidor. Il y en a une qui est assez incroyable où il prend 1 minute de pénalité. Alors, je dis sûrement des bêtises, hein, parce que je suis pas très précis. Il prend 1 minute de pénalité au début d'un tour, puis à la fin d'un tour, en fait, il le perd à 55 secondes. Mais en haut d'un col, on lui a dit, les journalistes lui ont dit qu'il l'avait gagné. Donc il a eu l'espoir et finalement il l'a jamais eu parce qu'il a en plus de jamais l'avoir gagné, il a même jamais porté le maillot jaune. Donc je trouve ça assez cruel et assez terrible aussi, mais assez drôle à posteriori. Et depuis la FFL, du coup, ouais, là, on va pas refaire les Pinot, la Pinot Bardet. Il y a aussi quand Warren Barguil lève le bras mais ne gagne pas. Je dirais que c'est peut-être ces trois-là, de tête, qui me reviennent le plus facilement, ouais. Tu parlais de Fignon et Greg LeMond, et tu me parlais tout à l'heure justement de la remontada PSG-Barça, qui était quand même aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Quelle est finalement entre les deux la plus belle loose s'il fallait faire un choix? Je pense vraiment Fignon parce que il y a vraiment, enfin c'est encore une fois c'est les Champs-Élysées, quoi. Ça c'est l'endroit le plus c'est devant l'Arc de Triomphe. Enfin il y a quelque chose de très grand, et en plus il y a un truc qui pareil, j'ai redécouvert un petit peu derrière, c'est avant le Tour de France de Fignon, en fait ce que je savais pas, c'est que Fignon il était pas hyper aimé, en fait.
C'était un vainqueur. Il avait gagné du coup déjà le Tour de France. C'était un vainqueur. Et c'est un peu froid dans une équipe d'ailleurs qui mangeait tout sur son passage. Et de ce que j'ai compris après, hein, parce que encore une fois, on l'a pas vécu, donc on le vit un peu a posteriori. Le fait d'avoir perdu, ça l'a rendu beaucoup plus humain et beaucoup plus aimé auprès soit des fans et même de tous les fans de sport, quoi. Donc je trouve que moi honnêtement de tout, c'est la loose que je trouve la plus emblématique. Après effectivement la remontada, on va pas se mentir, elle est aussi incroyable, hein. Je repensais par rapport à Pinot et aux autres cyclistes. On disait il dégage quelque chose. On a d'autres cyclistes, je pense à Romain Bardet par exemple. Romain Bardet, s'il lui est arrivé la même mésaventure que Pinot au même moment et dans un même contexte, est-ce que la magie aurait pris autant au niveau de l'envergure de l'événement ? Tu aurais pris autant de plaisir justement à tweeter sur Romain Bardet que sur Thibaut Pinot ? Oui, je pense. Après, je pense. Plaisir, c'est un grand mot. Plaisir, oui, on est un peu cruel. Non, je pense que d'ailleurs on avait un peu tweeté parce qu'au final le tour de Romain Bardet jusqu'à ce qu'il arrive à décrocher quand même le maillot à pois, c'était un peu une succession et je pense qu'il le dira lui-même, hein, de déception. Donc après je me souviens qu'on avait parlé de Romain Bardet parce qu'au final c'était le seul qui était un peu FFL friendly jusqu'à la mésaventure de Pinot. Si on enlève la bordure, parce que voilà. Non, je pense qu'on aurait parlé de la même chose, on aurait parlé de la même manière, parce qu'on n'essaye pas non plus de. Après, si on veut parler de qu'est-ce qu'un bon client pour la FFL, il faut que ce soit aussi un client qui soit capable de gagner. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, il y a d'autres clients, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire sur ce tour. Il y a aussi d'autres profils qui me font beaucoup marrer, comme celui d'Ofredo et je suis en train d'oublier le nom de. Rossetto. Voilà, tu vois exactement où je veux en venir, je présume. De ces coureurs effectivement qui font l'échappée à la première minute pour se faire rattraper. Moi je trouve ça génial, tu vois, genre celui qui veut attaquer, mais un peu comme bon après pour des raisons qui sont un peu différentes, mais tu sais ça me fait très rappeler au sketch des Inconnus encore une fois de Raoul Ménard qui accélère au début du 5000 mètres pour se faire rattraper très rapidement, mais qui fait son échappée. Ça me fait un peu penser à ça. Dans l'imaginaire, moi, ça me fait beaucoup marrer, peut-être plus d'ailleurs mais je me suis dit à chaque étape, genre, s'il y avait des cotes pour attaque de Ofredo au début de l'étape, je mettrais tout mon PL dessus, quoi. Donc, il y a d'autres profils qui sont assez FFL compatibles, on va dire. Mais effectivement, si Bardet avait été en mesure de gagner le tour et qu'il lui serait arrivé cette mésaventure ou une autre. Mais pareil, tu vois, s'il avait chuté gravement, on va pas rire sur une chute grave, tu vois, genre on n'est pas du tout sadique à ce point-là. Mais effectivement, s'il avait eu la fringale, s'il avait eu le truc, on se serait pas fait étrier. Et tu disais justement, j'en profite, hein, tu disais tout à l'heure, il y a d'autres profils qui vous font marrer. Justement, si tu peux nous en dire un peu plus. Des profils comme, alors, il y a un peu de drame, effectivement, des sprinters qui ne gagnent pas. Les sprinters qui galèrent en montagne. Je me souviens de Demar qui avait quasiment plombé finalement la FDJ parce que tout le monde attendait, mais après tu me diras c'est aussi un bel esprit d'équipe je trouve ça beau de tomber tous ensemble plutôt que dans l'excès derrière. Mais il y a ces profils là effectivement des sprinters qui galèrent en montagne. Bon après tu me diras c'est pas que français. Je préfère d'ailleurs un mec qui se galère et qui finit hors délai qu'un mec qui abandonne avant l'étape, hein, à titre perso. Donc il y a les sprinters, ouais, dans les attaquants, ça c'est pour avoir je trouve que tu vois, on a créé le prix de la combativité vraiment pour les Français. C'est un avis très personnel et complètement pas scientifique, mais je le ressens comme ça. Et après il y a eu alors il y en a qui rigolent mieux de lui, mais il y a eu Pierre Roland qui était assez marrant, quoi. Parce qu'en plus au-delà même on va dire des coureurs en eux-mêmes, il y a aussi tous les commentateurs qui permet aussi d'avoir un gros vivier de blagues pour nous. Et c'est surtout ça, ouais. Après oui, non, les attaquants, non, c'est le profil. Moi, à la limite, c'est le profil limite que je préfère parce que ça me permet de passer mes étapes de plaine, ce qui n'est pas toujours facile. Et je trouve ça toujours très drôle. On approche de la fin du podcast, donc j'ai encore 2 questions à te poser. Avant-dernière question, donc. Le Tour de France, imaginons, vu le contexte que le Tour de France n'ait pas lieu, du coup, il n'y aurait pas de montée du col de la Louse,
ou de la Lose. Est-ce que ça serait pas une défaite pour vous? Ah, ça serait terrible. En plus, enfin, honnêtement, alors c'est encore une fois un avis perso, et j'ai quand même l'impression qu'il est fait pour Pinot. Enfin, ou du moins qu'ils l'ont créé en pensant à Pinot. Ouais, non, le col de la Louse, enfin, moi je l'appelle le col de la Louse, hein, même si c'est la Loze. Je me permets de l'appeler la Louse. Nous, on avait même l'idée de faire un truc là-bas pour rigoler. Ça, effectivement, c'est de plus en plus compromis, du moins à la date du podcast. Là. Ouais, ça serait un peu. Bah après, je pense que du coup, s'ils le reportent, ils referont le même truc et il y aura les mêmes étapes. Mais ouais, ça serait une sacrée déception. Ouais. Et donc, du coup, dernière question qui là va rejoindre l'actualité, hein, vu que le coronavirus nous confine à domicile. Est-ce que la FFL est au chômage technique? Ouais, non, pas loin. C'est, enfin même au-delà de la FFL, je veux dire, être confiné et pas avoir de sport à regarder. Je pense que c'est les deux trucs que je voulais, enfin, qui sont antinomiques. Moi, s'il y avait du sport à la télé, ça serait beaucoup beaucoup plus simple. On est au chômage technique, même si il y a toujours moyen de rigoler sur l'actu, effectivement, sur d'autres choses, parce que on va dire que la loose à la française ne se limite pas au sport, mais si jusqu'ici on s'est pas mal basé sur ça. Mais effectivement, ouais, c'est un peu plus compliqué de commenter une actualité qui n'existe plus, donc on va essayer de se replonger dans les anciennes news, essayer de faire des choses. D'ailleurs, dans le Tour de France, il y en a vraiment des pas mal qu'on avait à l'époque déterrés, sur lesquels on pourrait écrire des choses, mais effectivement, l'actu chaude, c'est un peu mort, là. Bon, bah écoute Antoine, merci beaucoup pour ces 3 quarts d'heure passés en ta compagnie. C'est la fin de ce podcast. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter, du coup, une bonne fin de confinement et par la suite, une bonne saison pour le compte de la Fédération française de la Loose. Merci à toi.